Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2010 qui s'achève n'aura pas été à bien des égards une année comme les autres pour le Cameroun. Elle a d'abord été marquée par un événement mémorable, la célébration du cinquantenaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Elle a également vu le début de la mise en œuvre de notre stratégie décennale pour la croissance et l'emploi, première phase de notre marche vers l'émergence. Enfin, elle a montré que notre pays était en mesure de jouer un rôle notable sur la scène internationale. Si vous le voulez bien, regardons les choses de plus près. La célébration du cinquantenaire nous a donné l'occasion de mesurer le chemin parcouru depuis 1960. Elle nous a surtout fait prendre plus nettement conscience que nous étions incontestablement devenus une nation et constater qu'au fil des années, nous avions réussi à mettre sur pied des institutions comportant les principales caractéristiques d'un État démocratique. Institutions représentatives, droits et libertés civiques, accès à l'éducation et aux soins de santé, entre autres. Cet examen rétrospectif nous a aussi permis de prendre la mesure de nos lacunes et de ce qui nous reste à accomplir pour accéder à la modernité. Pour beaucoup d'entre nous, et en particulier les jeunes, je crois que cet exercice a été salutaire, car il ne peut que nous engager à relever avec détermination les nouveaux défis qui nous sont proposés. À cet égard, la réflexion initiée à propos du cinquantenaire lors de la conférence internationale de Yaoundé restera dans nos annales. Africa 21, qui a connu un incontestable succès, aura en effet donné l'occasion à d'éminentes personnalités de se pencher sur la période ayant suivi les indépendances africaines, mais aussi et surtout d'envisager les voies et les moyens permettant à notre continent d'occuper la place qui doit être la sienne dans les affaires du monde. 2010 a été également l'an 1 de l'application de notre stratégie pour la croissance et l'emploi. Cette mise en route s'est effectuée dans un contexte encore marqué par les effets différés de la crise économique mondiale. C'est ainsi que le secteur primaire de notre économie, c'est-à-dire essentiellement notre agriculture, a connu dans l'ensemble une certaine atonie. Le secteur secondaire, principalement l'industrie, a manifesté une tendance au redressement, mais a souffert d'un déficit évident d'énergie. C'est le secteur tertiaire, autrement dit les services, qui s'est montré le plus dynamique, particulièrement le commerce, les télécommunications et les transports. Ce ralentissement relatif de l'activité économique nationale, à l'image de l'économie mondiale, pays émergents exceptés, n'a pas été sans conséquence pour l'équilibre de nos finances publiques.
lesquels ont enregistré un fléchissement des recettes dû à un tassement du produit des taxes et impôts et des droits de douane, alors que dans le même temps, les dépenses publiques s'accroissaient. Dans ces conditions, nous n'avons eu d'autre choix que de procéder à une réduction des dépenses qui s'appliquera essentiellement aux dépenses de fonctionnement. Les crédits d'investissement ne devraient pas être affectés. Il s'agissait non seulement d'adapter notre dispositif budgétaire à la situation, mais aussi de maintenir notre crédibilité aux yeux de nos partenaires. J'en profite pour rappeler une nouvelle fois que dans les circonstances présentes, la sous-consommation des crédits est incompréhensible. Comme vous le savez, notre stratégie comporte la mise en œuvre de grands projets agricoles, miniers, industriels, énergétiques et infrastructurels. Même si la concertation avec les investisseurs concernés s'est poursuivie, il faut bien admettre que la crise a eu un effet retardateur sur leur démarrage, à quoi s'est ajoutée, et il faut bien le dire, une certaine passivité de quelques responsables. Néanmoins, plusieurs projets sont en bonne voie, comme ceux des barrages hydroélectriques de Mevelle et de Lompangar, ainsi que de l'usine de liquéfaction de gaz de Kribi. Pour les autres, les négociations continuent avec les groupes intéressés et nous espérons qu'elles aboutiront prochainement. Face à cette situation, et pour gagner du temps, il a été décidé de lancer un grand emprunt obligataire de 200 milliards, destiné en priorité au financement des projets structurants. L'État entend ainsi donner l'exemple, comme l'indique la création récente de la société Hydro-Mékin à capital public, qui sera chargée de la construction d'un barrage et d'une centrale sur le cours du Dja avec la coopération de la République populaire de Chine. D'autres projets, comme ceux qui concernent le port de Kribi, les infrastructures routières et l'agriculture, pourront bénéficier de ce genre de financement qui permet de mobiliser l'épargne nationale et de mettre à profit l'actuelle surliquidité des banques. L'impact de la crise s'est également fait sentir sur l'équilibre de notre commerce extérieur. En effet, tandis que nos exportations marquaient le pas, nos importations continuaient de croître à un rythme élevé. Hors pétrole, notre balance commerciale serait nettement déficitaire. Nous en connaissons les raisons. La formule bien connue, le Cameroun produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il ne produit pas, montre bien le caractère encore extraverti de notre économie. Je me suis souvent exprimé sur ce sujet en préconisant l'augmentation de la production agricole qui nous dispenserait d'importer des quantités considérables de denrées que nous pourrions produire nous-mêmes. C'est donc un constat nuancé qu'il convient de faire sur l'évolution de notre économie, encore affectée par la crise au cours des 12 derniers mois. Les fondamentaux restent bons
et les mesures que nous avons prises pour passer ce cap difficile ont été approuvées pour l'essentiel par les institutions financières internationales. Par ailleurs, les prévisions pour le moyen terme sont plus favorables, avec un raffermissement des cours de nos principaux produits d'exportation et une amélioration prévue du taux de croissance dans la zone CEMAC. Notre action diplomatique, pour sa part, a connu une évolution plutôt favorable. Je crois pouvoir affirmer que la voix du Cameroun est désormais mieux écoutée et entendue. J'ai eu en effet l'occasion à plusieurs reprises et dans différents forums de m'exprimer sur des sujets intéressant les pays en développement et en particulier les pays africains. D'une façon générale, j'ai plaidé la cause d'une meilleure prise en compte de leurs intérêts au niveau mondial et pour une plus grande solidarité à leur égard. Je me réserve de revenir plus en détail prochainement sur ce que l'on pourrait appeler la renaissance de notre diplomatie. Mais d'ores et déjà, je tiens à rendre hommage au travail de nos représentations à l'étranger ainsi qu'à notre diaspora qui donne de notre pays une image de sérieux et de dynamisme. Après ce bref retour en arrière, permettez-moi de voir avec vous ce que nous pouvons attendre l'année nouvelle. Elle ne sera pas non plus une année ordinaire. Nous allons en effet, en 2011, célébrer le 50e anniversaire de notre réunification. Longtemps séparés du fait de la colonisation, les deux parties de notre pays ont vécu sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne, recouvré leur unité le 1er octobre 1961. Le Cameroun décidait alors d'assumer la plénitude de son passé, de son unité dans la diversité, de son indépendance et de sa personnalité politique. Ce fut une belle aventure. Personne n'y croyait, seuls nous y croyions. Nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, nous formons une nation, une grande nation, une nation unie, fière de sa diversité culturelle et linguistique qui est richesse. Une nation qui aborde son avenir avec assurance. Au-delà de la symbolique forte qu'elle incarne, la réunification doit donc être vécue comme une étape extraordinaire de la marche de notre pays vers son intégration, qui permet de faire de notre diversité une force pour atteindre nos objectifs communs.